Voilà, nous allons reprendre nos travaux. Nous allons suivre les trois dernières communications. Cette session toujours sur le De Gaulle et la décolonisation qui constitue l'axe 2 de notre colloque. Le panel qui comporte trois communications va être animé par le professeur Jean-François Ouey, qui est professeur d'histoire militaire. Il a fait sa thèse sur l'histoire militaire et les études de défense, le système de défense au Gabon. Voilà, il a actuellement professeur titulaire d'histoire contemporaine à l'université Omar Bongo du Gabon. Vous avez la parole, cher professeur. Merci, monsieur le recteur. Nous allons continuer à pas de charge le colloque que nous avons commencé ce matin. Cet après-midi, nous allons entamer l'axe 2 intitulé De Gaulle et la décolonisation 1958. Nous aurons trois communications. Celle de M. Lika Atondi Momondjo. Il est spécialiste de littérature française au Congo, ancien enseignant, chercheur au département de littérature et civilisations africaines de l'université Mariam Wabi. Il va communiquer sur le thème suivant, 24 août 1958 à Brazzaville, les malentendus de la politique. Ensuite, nous aurons la communication du professeur Simiti, professeur titulaire d'histoire, auteur de nombreux ouvrages. Il est spécialiste de l'histoire des civilisations des mondes africains, arabes et asiatiques. Il est à l'université de Bangui. Sa communication porte sur De Gaulle, Boganda et la décolonisation de l'Ubangi-Char. La troisième communication sera celle du professeur Isidore Ndaiwel Anzem, historien linguiste. Il communiquera sur De Gaulle et la décolonisation du Congo belge. Il se contentera de nous en dire quelques mots, m'a-t-il dit. Il est spécialiste de l'histoire politique et sociale de l'Afrique centrale. Selon l'ordonnancement classique, nous allons écouter tour à tour les communications de nos invités intellectuels. Ensuite, nous procéderons à l'exercice de questions-réponses. Nous ferons excessivement vite parce que le temps n'est pas un allié favorable. Alors, sur De Gaulle et la décolonisation, il s'agit essentiellement de voir le processus qui va amener les territoires de l'Empire français d'Afrique, notamment Afrique équatoriale française, vers l'indépendance. Donc, il s'agira de voir tous les événements liés à ce processus-là, événements, je vais dire, internes, processuels, événements endogènes et exogènes qui vont favoriser ce mouvement-là, avec la liberté de temps reconnue aux universitaires. Cela étant, je vais donner la parole immédiatement à M. Leka Tondi Momondjo pour nous présenter sa communication. Vous avez la parole. Merci infiniment, mesdames et messieurs. L'exemple que l'on donne aux étudiants pour l'explication du syntagme malentendu s'inspire d'une intervention du général de Gaulle à Alger le 4 juin 1958. Tout commence avec le comité de salut public né à Alger le 13 mai 1958. Initié par le général Jacques Massu, compagnon de la Libération,
Ce comité réunissant des militaires et civils excédés par les crises de la 4e République est à la recherche d'un dirigeant pour sauver la France. Il appelle au retour du général de Gaulle aux affaires. Il faut préciser que ces personnes partisanes de l'Algérie française et du Sahara, formant partie intégrante de la nation française, accueillent le général de Gaulle. Jacques Massu, dans un briefing, expose au général les thèmes pouvant emballer la foule enthousiaste qu'il applaudit sur 20 km avec frénésie. Lui, du haut du balcon du gouvernement, lâche cette phrase: « Je vous ai compris ». La foule l'applaudit avec enthousiasme et croit que le général soutient leur cause, à savoir une Algérie française, tout comme le Sahara intégrait la nation française. De Gaulle voulait exprimer qu'il connaissait leurs attentes, mais ne les soutenait pas dans cette voie. À preuve, peu après, ce furent les négociations avec le Front National de Libération Nationale algérien et plus tard l'indépendance en 1962. Le « je vous ai compris » fut un malentendu et entre la France et le Congo, il existe une longue série de malentendus. Le discours de De Gaulle, le 24 août 1958 au Stade des Bouées. Le général fit la proposition de formation d'une communauté franco-africaine. Alors le choix par un référendum fixé au 28 septembre 1958 devait trancher les choses. Avec les partisans du non, acquis à l'indépendance, et le oui, avec les partisans de la communauté. Charles de Gaulle n'exclut pas que les territoires optent pour l'indépendance, mais soutient que ce serait la sécession. Il développe les orientations et les avantages de la communauté et les dangers de l'indépendance. L'ancien chef de la France libre, qui jouit d'un grand prestige en Afrique, peint les dangers qui planent sur l'Afrique et évoque le péril jaune, les idéologies socialistes à la recherche de têtes de pont en Afrique pour parachever l'invasion du continent. Il fait donc allusion au mouvement nationaliste. Le discours du Stade des Bouées est les domaines de travail en commun de la France et des colonies pour leur développement partagé. Le discours du général dissuade de s'engager vers l'indépendance ou la sécession. Quand on évoque la sécession, deux exemples peuvent être cités à cette période: l'Algérie et le Cameroun. Comment la France réagit-elle face à ces mouvements nationalistes qui, les armes à la main, se battent pour acquérir leur indépendance? La France y a engagé ses forces armées pour les réduire. À vrai dire, les nationalistes font peur aux puissances coloniales. Le premier pays engagé dans la voie de l'indépendance, la République du Ghana, a arraché sa souveraineté en 1957 à la Grande-Bretagne. Kwame Nkrumah, son chef, formé dans les universités américaines, s'est frotté à Londres à George Padmore, grand panafricain américain. Il a réuni en avril 1958 une conférence des nationalistes africains à Accra. Josiane Komo, Kenneth Kanda, Roberto Holden, Patrice Lumumba, Félix Moumié, Julius Nyerere. Il se dégagea de ce forum deux orientations: constituer de grands ensembles d'États en Afrique, permettant de réunir des ressources pour se libérer, tout en faisant sauter les frontières imposées par la conférence de Berlin de 1985. Les 27 et 28 juillet 1958, une autre rencontre des mêmes leaders se tient à Cotonou, Dahomey, proclamant le projet des États-Unis du Bénin. Barthélemy Boganda, président du Grand Conseil de l'AF, y fut représenté par deux cadres zoubanguiens,
Fayama et Dako. En 1958, Barthélemy Boganda porta le flambeau de création de la République unie centrafricaine, soutenue par les leaders congolais, gabonais et tchadiens. Cette république engloberait, en plus des anciens territoires de l'AIF, le territoire du Congo belge. Cette république aurait Brazzaville comme capitale. Les nationalistes firent peur et les colonisateurs s'organisèrent pour les éliminer. Car, en remettant en cause les limites de la conférence de Berlin, ces nationalistes déclenchaient la guerre et ruineraient des économies fondées sur l'exploitation des ressources de ces pays sans contrepartie. Qu'est-ce qu'il en fut du référendum du 28 septembre 1958? Les leaders haïtiens, tous appelèrent à voter oui pour la communauté franco-africaine. Le moyen Congo fit le meilleur score de oui, 99%. Il n'y eut que 2181 voix de non et 339 436 oui. Seul le Gabon, avec un score pourtant de 91% de oui, enregistra plus de non en AF, c'est-à-dire 15 229 voix. Le leader gabonais, Léon Ba, attendait voir son pays intégré comme département français. On lui répondit que les anciennes colonies étaient soumises au même régime. Au cours du mois de novembre 1958, le moyen Congo devint république. Question intéressante. Qui connaît dans l'histoire une république qui n'est pas indépendante? Ce fut le cas de la République proclamée à Pointe-Noire le 28 novembre 1958. Mais qu'est-ce qu'il en est du 15 août 1960, où on proclama encore, cette fois-ci, la République? Moins de 2 ans après le référendum, le ministre André Malraux vint en Afrique centrale proclamer l'indépendance des États qui avaient voté pour la communauté. Cette communauté n'a en fait jamais fonctionné. C'est comme dirait De Gaulle lui-même, un machin. Que pouvaient être ces indépendances que De Gaulle appelait sécession et que les leaders rejetaient? À Fort-Ossé, Jacques Opango, leader socialiste, déclara en août 1961 « Nous n'avons jamais demandé l'indépendance, c'est le général De Gaulle qui nous l'a octroyé. » De l'indépendance nationale. C'est l'expression favorite utilisée par le général De Gaulle depuis son retour aux affaires en 1958. Il entendait par là la souveraineté de la France assumée complètement vis-à-vis des puissances étrangères, y compris des alliés comme les États-Unis. Les États-Unis, forts de leur puissance hégémonique, militaire et économique, avaient tendance à imposer leur dictat politique à leurs alliés, attendant leur adhésion totale, même à leur dérive. Alors pour le général de Gaulle, ce concept chargé de sens signifiait la rupture d'avec d'autres pour affirmer pleinement sa personnalité entière. Dans ce sens, la France ne pouvait faire dépendre sa défense nationale ni celle de ses intérêts du parapluie nucléaire américain. D'où la fabrication de l'arme atomique et ce que le général nomma dissuasion, ce fut aussi faire le gros yeux à l'URSS qui finançait les nationalismes algériens et camerounais. De là, il conçut également une politique d'autonomie de l'industrie de l'armement au point de se hisser au rang de grands marchands d'armes dans le monde, tout comme les USA et l'URSS. Cette politique initiée par Charles de Gaulle fut poursuivie par ses successeurs. La France se dota d'un train à grande vitesse qui non seulement est très rapide, mais encore les trains français sont les plus ponctuels du monde. Cette trajectoire va se poursuivre avec des alliés choisis pour briser le monopole de l'aviation civile de Boeing, au point que l'Airbus tient la dragée haute à la société américaine désormais. Si l'on se réfère à l'exemple de la France, l'indépendance du Congo
devait conduire à rompre les amarres avec la France. Mais la politique conduite par le Congo, dit indépendant, contrôle-t-elle les hauteurs dominantes de la vie, faisant ainsi la fierté de ses citoyens? Quel domaine d'activité engagé par le Congo permet sa visibilité au sein de l'Afrique centrale ou même dans le monde? Rien n'est visible. À partir de 1958, ce pays proclamé république en 1959-1958 fut une bizarrerie historique. Désormais, muni d'un drapeau et inscrit à l'ONU par la France, il avait ce nouveau Congo acquis une personnalité morale pour signer le 15 août 1960 des accords qui le dépossédaient de ses ressources naturelles, n'offrant l'exclusivité de leur exploitation qu'à la France. Charles de Gaulle parlait de la communauté, annonçait que les territoires de la communauté mettraient tout ensemble avec la France pour la grandeur de tous. Qu'est-ce qu'un pays sous-développé pouvait mettre en commun avec la France pour assurer l'indépendance sur le plan de la défense? Les ambitions de la France gaulienne empruntaient-elles le chemin voulu par le Congo? Rien ne pouvait ainsi fonctionner. Du reste, la communauté inventée par le général de Gaulle n'a jamais fonctionné. Les territoires de l'AF avaient renoncé à leur indépendance, appelée sécession par de Gaulle. Le 28 septembre 1958, ils avaient voté pour la communauté. Et moins de 2 ans plus tard, le ministre André Malraux reprit le périple de Charles de Gaulle pour proclamer l'indépendance. Quelle indépendance alors? Ce concept avait-il la même charge pour la France et le Congo? Nenni. Charles de Gaulle fut un grand génie politique. Il inventa malheureusement le néocolonialisme. Et le discours du 24 août au stade de Bœuf fut un machin. Pierre Guillaume, premier dirigeant de la compagnie Elf et compagnie de la Libération, dans un journal publié en 1973, le Nouvel Afrique Asia confiait en substance que la stratégie énergétique de la France, conçue par le général de Gaulle, reposait sur la disponibilité des ressources stratégiques des anciennes positions coloniales. Et quand en Afrique, des velléités d'indépendance s'expriment contre les intérêts français dans les anciens territoires, la riposte est cinglante. De l'indépendance et de la révolution culturelle. Pour retrouver les voies de l'équité, d'une véritable indépendance, il faut que le pays opère une rupture dans ses liens presque esclavagistes qui le lient à ce que Charles de Gaulle appelait à Brazzaville les impérialismes d'intérêt. Cela relève d'une véritable révolution culturelle pour couper les amarres tenant le Congo et ses habitants prisonniers. La décolonisation mentale est la voie pour s'affranchir. Si l'on continue en 2020 de célébrer Savoignon de Boisa comme le sauveur du pays, on occulte les assassinats qu'il commanda à Kéroal en 1882, de brûler et assassiner tout à Makamba Dilou. Le roi Téké ne lui octroya que la concession territoriale allant de la rivière Djoué à la rivière Kimpila, la Tchémé. Le successeur du lot fut arrêté et malmené pour avoir contesté l'irruption des militaires français dans le territoire Téké. On lui arracha son collier royal et il mourut d'inination. Les Français ne construisirent leur première habitation qu'en 1884. Une plaque commémorative placée devant le palais du peuple en constitue une preuve. Charles de Gaulle ou de Brazza travaillèrent pour le bien de leur pays et non pour le décollage économique du Congo. Il faut engager une véritable révolution culturelle et les Congolais doivent inventer une nouvelle politique. Les dirigeants devraient travailler pour l'intérêt du pays. Je vous remercie. Merci, professeur. Vous avez été dans le temps et votre propos est assez clair. Il s'agit d'un réquestionnement de l'histoire de l'Afrique. En fait, vous voulez que l'on puisse, sur la vérité du sens, chercher le sens de la vérité. Pour cela, il y a une diversité de questions
pour certaines des apories, pour d'autres des vérités historiques, mais il reste que nous devons, sur ces faits historiques, appliquer la critique qui est le fondement de notre discipline pour bâtir une histoire vraie. Pour cela, je voudrais laisser la parole au professeur Simiti pour nous livrer sa communication. Si tu veux, tu peux prendre ça. Les techniciens ne sont pas là pour afficher mes diapos. Peut-être qu'ils ne sont pas là. J'ai versé un diapo tout à l'heure. Bonsoir, mesdames et messieurs. Diaporama, s'il vous plaît. Cabine technique. Il est là. Bien, je ne serai pas prolixe, hein, parce qu'une partie de ma communication a été effleurée par mon prédécesseur. Donc, j'irai donc à l'essentiel, étant donné que nous connaissons tous le schéma global d'évolution des colonies de l'Afrique occidentale française et d'Afrique équatoriale française vers l'indépendance ou les indépendances. Je m'appesantirai beaucoup plus sur le rôle joué par l'abbé Barthélemy Boganda auprès du général de Gaulle dans la décolonisation de l'AF en général et de Lubongi-Chari en particulier. Je crois que... Bon, diapo 3, s'il vous plaît. C'est donc à la faveur des réformes décidées dans le cadre de l'Union française que Boganda est apparu sur la scène politique oubongienne et haïtienne. Il est élu député de l'Assemblée territoriale oubongienne en 1946. Il sera réélu en 1951 et en 1956. Il occupera sans discontinuer le siège de président du Grand Conseil de l'AF de 1952 jusqu'en 1959, date de sa disparition. C'est donc du haut de cette tribune que Boganda dénonce les exactions, les injustices commises contre ses compatriotes et aussi ce qu'il considère comme des duperies ou bien des cafouillages que pouvaient receler les textes de loi tels que celui de la loi cadre de 1956. Diapo 4, s'il vous plaît. Nous savons que la loi cadre qui était instituée en 1956 a été diversement appréciée par les leaders africains. Parce que la loi cadre instituait ce qu'on appelle les conseils de gouvernement. Et ces conseils de gouvernement prédestinaient déjà les colonies à des indépendances séparées. Alors, et ces conseils de gouvernement étaient dirigés, présidés par le gouverneur et la vice-présidence revenait au leader politique majoritaire. Alors Boganda, en Lubongi-Chari, a refusé de faire partie donc, de ce conseil de gouvernement parce qu'il ne voudrait pas travailler sous l'autorité des fonctionnaires coloniaux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la loi cadre a été diversement appréciée en Afrique de l'Ouest, excepté Senghor, enfin, Houphouët-Boigny, qu'il a trouvé d'idéal parce qu'il avait contribué même à la rédaction de certains articles de cette loi. Senghor, lui, dénonçait son caractère balkanisateur. En AF, Boganda dénonçait l'institution d'un gouvernement bicéphale, comme j'expliquais tout à l'heure ici. Et Boganda souhaitait qu'avant d'appliquer les dispositions de la loi cadre, il faudrait décoloniser. Alors, que voudrait-il dire par là? Parce que pour Boganda, l'administration coloniale n'ayant pas créé assez d'écoles, assez de lycées,
pas d'établissement d'enseignement supérieur du tout, donc n'ayant pas formé de cadre, appliquer les dispositions de la loi cadre dans ce contexte voudrait dire tout simplement du partira pas. Parce qu'il n'y a pas de fonctionnaires locaux capables de pallier au vide qui allait résulter du départ des fonctionnaires coloniaux. Aussi, Boganda voyait à travers donc, la loi cadre une entrave au projet dont il était porteur, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et aussi Boganda pensait qu'une indépendance sans assises économiques était un véritable leurre. Il fallait d'abord mettre en place, doter les colonies d'un certain nombre d'infrastructures économiques de base, avant donc de faire appliquer la loi cadre. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et c'est dans ce contexte, donc, malgré les contestations, la loi cadre fit son petit bonhomme de chemin. Et en 1958, comme nous le savons, De Gaulle est revenu aux affaires à la faveur des événements qu'il y a eu à Madagascar en 1947, la guerre d'Algérie qui menaçait de se transposer au niveau de la métropole. De Gaulle qui avait pris sa retraite politique, qui s'est retrouvé dans son village à Colombey les deux églises, qui s'est barricadé, qui n'ouvrait ses portes qu'aux gens de son village. Et quand la situation était devenue difficile, le président René Coty et le Premier ministre Flimine étaient obligés d'envoyer des gens pour aller demander à De Gaulle de venir parce qu'il n'y avait que lui pour sauver la situation. De Gaulle a dit dans ce cas, vous m'accordez les pleins pouvoirs. Et les pleins pouvoirs lui ont été accordés. Il est investi donc le 1er juin 1958. Et compte tenu des nouvelles donnes dans les colonies, il a donc décidé de mettre en place une nouvelle constitution, la constitution de la Ve République. Et dans ce cadre qu'il a entrepris une tournée en Afrique équatoriale française pour mener une campagne référendaire donc, en faveur donc, de cette loi. Arrivé à Brazzaville, c'est Boganda qui devait l'accueillir naturellement en tant que président du Grand Conseil de l'AF, mandaté par ses pairs. Et Boganda voulait entraîner ses pairs d'Afrique équatoriale française au boycott de ce référendum. De Gaulle aurait bataillé dur contre Boganda et Léomba, parce que Fulbert Yulu, qui était maire de la ville de Brazzaville, était favorable au vote du oui, mais Boganda et Léomba étaient réticents. Il a fallu que De Gaulle puisse les convaincre pour qu'ils acceptent de battre campagne pour le oui. Et donc Boganda, qui devait accueillir De Gaulle au nom de ses pairs, lui tenait un discours incitatif, un discours qui devait l'amener à dire que, bon, à donner l'indépendance aux Africains. Alors ce discours, Boganda disait, permettez-moi, Monsieur le Président, de saisir cette occasion pour me faire ici l'interprète aussi fidèle que possible du peuple haïtien et témoigner au général de Gaulle notre reconnaissance et notre admiration. Nous sommes convaincus que vous êtes venus aujourd'hui pour achever l'œuvre entreprise à la conférence de Brazzaville et consacrer définitivement par un engagement solennel une AF en marche vers son indépendance, mais toujours unie à la France indépendante et immortelle. Voilà ce que peut l'attendre de vous. Cela est possible, cela est nécessaire, cela est urgent. Donc nous devons le faire. Aujourd'hui, comme en 1940, c'est de vous que nous attendons le salut. Monsieur le Président, parlez sans équivoque, nous répondrons le même jour, le 28 septembre. Vive De Gaulle, vive la République. Voilà un discours incitatif tenu par Boganda. Mais De Gaulle, qui est un fin politicien, répondra à Boganda que la communauté franco-africaine et malgache, il la propose et ils ont le choix, hein, n'est-ce pas, de soit choisir leur indépendance ou bien de rester dans la communauté franco-africaine et malgache avec De Gaulle. La suite, nous la connaissons. Boganda, de retour à Bangui, a fait distribuer un tract en Sango pour sensibiliser les Oubongiens afin qu'ils puissent voter pour le oui. Il a dit, j'ai dit à De Gaulle, je ne veux plus de chicotte. J'ai dit à De Gaulle, je ne veux plus de miliciens dans les champs de coton, etc., etc. Donc, et finalement, la communauté a été formée. Diapo 6, s'il vous plaît. Alors, une fois la communauté franco-africaine et malgache constituée, Boganda pensait que le moment était venu pour lui de faire
passer son projet des républiques centrafricaines. La République centrafricaine, selon Boganda, devait comprendre les anciennes colonies de l'Afrique équatoriale française, à savoir le Tchad, le Gabon, l'Oubangui-Chari et le Moyen-Congo. Pour Boganda, l'indépendance séparée est un danger. Les jeunes États qui n'ont pas d'économie forte, qui n'ont pas de cadre, en allant à l'indépendance d'une manière séparée, ils risqueraient de tendre la main à la métropole, et en tendant la main à la métropole, ils risqueraient de perdre leur indépendance. Donc, pour ne pas tomber dans le piège du néocolonialisme, il fallait une indépendance unique pour les anciennes colonies de l'AF, afin qu'ils puissent échapper donc à ce piège. Et pour ce projet, le second projet, c'était les États-Unis de l'Afrique latine. Donc, à cette grande république centrafricaine ainsi constituée, Boganda souhaite plus tard y ajouter le Congo démocratique, le Burundi et l'Urundi, l'Angola et même le Cameroun, pour former ce qu'il appelle les États-Unis d'Afrique latine. Alors, ce grand ensemble, qui court depuis les confins tchado-libyens jusqu'à la mer, devait constituer un rempart contre la progression des Britanniques à partir de l'Afrique de l'Ouest, contre le péril jaune, contre le panarabisme animé par Nasser à l'époque à partir de l'Égypte, et contre l'Union sud-africaine, parce que si l'Afrique centrale ne s'organise pas de cette manière, elle risquait d'être avalée par ces grands ensembles. Et pour faire passer son idée, Boganda a envoyé des émissaires, Rivierez et Abel Ngumba, auprès de ses pairs d'Afrique. Au Gabon, Léomba, qui avait l'intention, comme disait tout à l'heure mon prédécesseur, de faire de sa colonie un département français, a refusé de les recevoir. Gabriel Lisette au Tchad a refusé. Il n'y avait que le moyen Congo qui a souscrit donc au projet de Boganda. Diapo numéro 7, s'il vous plaît. Donc, Léomba et Gabriel Lisette étant refusés, c'est la coalition socialiste de Jacques Opango et Jean-Félix Tchikaya qui donc ont souscrit au projet de Boganda. Et Jacques Opango a lancé un appel pour dire « Je demande à tous les élus de comprendre où est leur devoir et de proclamer qu'ils ne représentent plus le moyen Congo, mais une région de la République unie centrafricaine. Président Boganda, vous représentez l'AF, prenez vos responsabilités. Effacez la carte de l'Oubangui comme nous effaçons le moyen Congo. Invitez le Gabon et le Tchad à nous suivre. » Diapo 8. Et donc, mais si la coalition socialiste de Jacques Opango et de Jean-Félix Tchikaya ont approuvé ce projet, mais il fallait que cela soit adopté par l'Assemblée nationale. Or, l'Assemblée nationale est dominée par le parti de Albert Fulbert Yulu, Union pour la défense des intérêts des peuples africains. Et malheureusement, au niveau de l'Assemblée, ce projet n'est pas passé. Parce qu'il y avait des frissons entre Fulbert Yulu et Boganda, et pourtant ils étaient des collègues. Ils ont étudié ensemble au séminaire qui s'entoure, ils ont étudié ensemble au séminaire Mvolier, mais il semblerait que Fulbert Yulu reprocherait à Boganda le fait qu'il aurait accordé l'asile à certains de ses opposants, semble un journaliste qui est même dans l'accident de l'avion avec Boganda. Et donc, les relations n'étaient pas au bout fixe et l'Assemblée nationale, dominée par la majorité de Fulbert Yulu, a refusé le projet. Le 30 octobre 1958, Boganda organise une table ronde à Brazzaville pour essayer de rallier les derniers résistants. Mais seuls les délégués du Messan et du MESA, le mouvement socialiste africain de Jacques Opango, ont répondu présent. Un des membres du MESA, à la personne de Mambeke Boucher, a dit, dans ce cas, il faudrait qu'on rattache à l'Oubangui-Chari la partie nord du Congo contrôlée par les MSA et qu'on forme un gouvernement provisoire MSA-Messan et qu'on fasse le transfert à Bangui des élus territoriaux de la coalition politique du Moyen Congo. Alors devant ce qui se présentait comme un désordre et une sédition, Yvon Bourges, qui est le gouverneur de l'Afrique équatoriale française à l'époque, convoque une conférence les 24 et 25 novembre 1958 à Brazzaville et fait accepter un compromis consacrant l'autonomie interne de chaque territoire
avec la possibilité de création ultérieurement d'organismes de coordination entre les jeunes États. Député, donc, Boganda retourne à Bangui et proclame le 1er décembre 1958 la République centrafricaine limitée à la seule colonie de Lubangui-Chari. Les 16 et 17 décembre 1958, Boganda réunit les leaders haïtiens à Paris pour examiner la possibilité de liquidation de l'AF. Et c'est le 1er avril qu'on devait liquider le Grand Conseil. Malheureusement, le 29 mars 1959, Boganda trouve la mort dans un accident d'avion dont nous ne connaissons pas aujourd'hui les tenants et les aboutissants. Et c'était donc en pleine crise successorale, née donc de la disparition de Boganda, que Dako et André Malraux signent les accords de transfert de compétences le 13 août 1960 à minuit. Et André Malraux donne lecture du discours d'espoir adressé par De Gaulle à la jeune République centrafricaine. Au jour où la République centrafricaine accède à la souveraineté internationale, je lui adresse mon salut ainsi que les vœux fraternels de la République française. La France garde cher et vivant le souvenir du passé vécu en commun avec l'ancien Lubangui. Moi-même, n'oublierai jamais le concours que j'y ai trouvé dans les années héroïques. Aujourd'hui, dans son indépendance, la République centrafricaine peut et doit compter sur une franche et amicale coopération de la France. Vive la République centrafricaine, vive la France. Je voudrais partager avec vous une petite réflexion. On parle d'indépendance. L'Afrique est-elle dépendante avant l'intrusion coloniale? Je ne le pense pas, parce que qui dit indépendance renvoie à une situation de dépendance. L'Afrique est-elle réellement dépendante? Avant l'intrusion coloniale, l'Afrique n'avait pas besoin d'aide humanitaire. L'Afrique n'attendait pas des produits alimentaires de l'extérieur. Il y avait des villes prospères. L'économie était prospère. Il y a une étude qui prouve même jusqu'à aujourd'hui que l'homme le plus riche au monde demeure toujours l'empereur Kankoumoussa du Mali par rapport à Bill Gates aujourd'hui. C'était les échos alléchants de l'économie africaine qui avaient attiré certains explorateurs à venir en Afrique. Vous avez des villes comme Djenné, vous avez l'Empire du Mali. Alors, l'Afrique est-elle vraiment dépendante? De quelle indépendance parle-t-on? Merci pour votre aimable attention. Merci, professeur. C'est l'Assemblée qui vous remercie très vivement pour la richesse de votre intervention. Je pense que c'est une communication très actuelle, puisque vous soulevez à nouveau les fondements des problématiques récurrentes qui sont celles du fédéralisme, du panafricanisme, mais surtout du processus de décolonisation et surtout du rapport de force que les acteurs internes, notamment les grands hommes politiques, ont voulu mettre en place pour influencer eux aussi les processus d'inflexion engagés ou initiés par le général de Gaulle, de sorte que les intérêts des différents territoires soient véritablement pris en compte. Mais ce qui est remarquable, c'est que malgré les quelques contradictions que l'on a eues, eh bien, ces territoires-là ont fini par prendre leur indépendance. Maintenant, quelle est la valeur de ces indépendances? Est-ce que le général de Gaulle a suffisamment mis des fondements solides pour que ces indépendances soient véritablement des indépendances? La question que vous avez posée, l'auditoire appréciera. Je voudrais passer la parole au professeur Ndaïwel qui va ergoter sur De Gaulle et la c'est bien ça, et la décolonisation du Congo belge. C'est cela.
Mesdames, Messieurs, j'aurais bien voulu avoir le temps de dire tout le bien que je pense de notre colloque, mais on n'a pas le temps. Mais je voudrais tout de même féliciter les collègues de Brazzaville pour l'organisation et pour la qualité des travaux. Je vais donc vous parler du Congo belge. Voilà un territoire qui n'est pas l'AEF, qui n'est pas comme le Cameroun, n'est-ce pas, un territoire sous mandat. C'est une terre étrangère. Bien qu'on soit juste en face, c'est une terre étrangère par rapport à la France et par rapport à l'AEF. Et pourtant, de la Deuxième Guerre mondiale à l'indépendance, l'influence du général de Gaulle a été déterminante, y compris de l'autre côté du fleuve. Et je voudrais en parler en évoquant deux situations. Primo, la situation, bien sûr, de 1940-1941, le début de la Deuxième Guerre mondiale, et puis deuxièmement, la situation de 1958. Mais en préambule, je voudrais dire un mot sur la situation de la métropole du Congo belge, qui était la Belgique. La Belgique a été attaquée, bien sûr, par l'Allemagne le 18 mai et à la fin du mois de mai, nous sommes en 1940, elle capitule. Elle va se trouver dans une situation tout à fait similaire à celle de la France. D'un côté, le roi Léopold III, prend quelque peu fait et cause pour l'Allemagne. Parce que le roi va dire qu'il se constitue prisonnier de l'Allemagne. Et certaines mauvaises langues en Belgique diront que le roi, en fait, a choisi de revenir à ses origines. Vous savez que la famille belge, royale belge, de Saxe-Cobourg est une famille d'origine allemande. De l'autre côté, le gouvernement belge, après avoir hésité, après avoir transité par Vichy, finit finalement à se retrouver à Londres. Alors, au niveau de la colonie, le gouverneur général, qui s'appelle Pierre Reckmans, se trouve dans une situation extrêmement délicate. En fait, il ne sait quelle position prendre parce que d'un côté, le roi est du côté de l'Allemagne et le gouvernement a pris d'autres options. Et d'ailleurs, sur place, l'armée congolaise, la force publique, est sous la direction d'un général qui lui-même est quelque peu germanophile, et qui va estimer que ça ne sert à rien de s'attaquer à l'Allemagne. L'Allemagne est beaucoup trop forte. Il va proposer en réalité au gouverneur général de revenir un peu à la situation du Congo, de l'État indépendant du Congo, de Berlin, de la conférence de Berlin, un territoire neutre qui ne participe pas à la guerre et qui va tout simplement défendre sa neutralité. Mais en réalité, c'était un peu une manière de mettre le Congo dans le giron de l'Allemagne. Alors, en 1940, il y a donc l'arrivée le 24 octobre du général de Gaulle à Brazzaville. Le 27 octobre, il y a le manifeste de Brazzaville qui est proclamé. Mais alors, le 28 octobre, le lendemain, comme l'a dit ce matin Abraham Dingambo, le général de Gaulle traverse et arrive à Léopoldville. Ce qui est important à dire de cette visite, le 28 octobre 1940, c'est que pour la première fois, le général de Gaulle
est reçu en terre étrangère, non française. Et le général de Gaulle est reçu avec les honneurs dus à un chef d'État, avec des coups de canon. Et il y a donc ce fait qui constitue une prise de position très forte de la part du gouverneur général. Et à partir de cet engagement, d'ailleurs, le gouverneur général du Congo belge n'hésitera plus. On peut donc dire que l'événement, l'arrivée du général de Gaulle le 28 octobre a été le point de départ d'un engagement réel et fort du Congo belge dans le camp des Alliés. Et effectivement, quelques mois après, l'armée coloniale congolaise, la force publique, à partir de Stanleyville, c'est-à-dire aujourd'hui Kisangani, va se diriger dans le nord vers l'Abyssinie, l'Éthiopie actuelle, qui est une colonie italienne. Nous sommes dans l'Italie de Mussolini, qui est donc alliée de l'Allemagne. On va donc attaquer l'Abyssinie et l'armée coloniale congolaise va donc remporter les 3 victoires célèbres de Gambetta, de Assosa et de Sayo, qui sont donc d'ailleurs 3 noms immortalisés à Kinshasa au niveau des noms des rues et des places publiques. Après cette prouesse, après l'Abyssinie, l'armée force publique aurait dû en fait aller faire la guerre, tenez-vous bien, à l'Afrique de l'Ouest. Parce que cette armée va aller jusqu'au Nigeria et il était prévu qu'elle attaque le Dahomey, le Bénin, pour libérer ce territoire qui était sous la coupe de Vichy. Mais fort heureusement, il y aura l'intervention américaine, britannique, et qui va faire en sorte que finalement l'Afrique de l'Ouest renonce à ce statut. À la suite de cet engagement, vous savez que l'effort de guerre sur le plan économique, spécialement après que les Japonais se seront emparés du sud-est asiatique, l'effort de guerre qui sera exigé du Congo sera très très dur. Ce n'est pas seulement le caoutchouc, comme ce fut le cas à l'AEF, mais il fallait aussi du cuivre et de l'étain, jusqu'à l'uranium, comme vous le savez. Et c'est à cause de cet effort de guerre économique que, entre autres choses, les Alliés arrivent finalement à l'emporter au niveau de la victoire finale. Après cela, naturellement, la mauvaise conscience coloniale agissant, il sera question d'essayer de donner un peu plus d'importance à la population locale, aux indigènes, comme on disait. Et cette promotion des indigènes, sur le plan d'abord de la modernisation des villes, Léopoldville, Elisabethville, Stanleyville, il y aura ce qu'on va appeler les nouvelles cités, où les habitations seront plus spacieuses, etc., pour les Africains. Mais il y aura surtout l'émergence des lettrés locaux, ceux qu'on a appelés dans l'historiographie congolaise les évolués. En fait, c'est à partir de ces actions que nous avons l'émergence de ces gens, spécialement après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, lorsque nous arrivons à 1958-1959, nous allons assister à un phénomène similaire. Au mois d'août 1958, lorsque le général de Gaulle arrive ici à Brazzaville et prononce son discours au stade Eboué, en demandant d'ailleurs, en disant, voilà, l'indépendance est disponible pour qui veut la prendre. Bon, c'est peut-être une phrase
quelque peu démagogique, mais ce propos aura un écho retentissant sur l'autre rive du fleuve. Et un groupe de lettrés congolais exigèrent du pouvoir colonial par une pétition que la Belgique ait la même attitude de compréhension vis-à-vis du Congo belge. On évoquera d'ailleurs qu'il y a eu Savourian de Brazza, il y a eu Stanley. Il ne sera pas question que le Congo-Brazzaville devienne indépendante, le moyen Congo, et le Congo belge reste dans cette situation. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que c'est parmi ceux qui ont signé cette pétition, 16 personnes parmi ces gens, créent au cours de ce mois d'août 1958 un parti politique nationaliste qui va donc s'appeler le Mouvement national congolais avec pour président Patrice Emery Lumumba. Nous sommes au mois d'août 1958. Quelques mois après, au mois de décembre, se tient la conférence panafricaine à Accra, convoquée par le président Nkrumah. Au retour d'Accra, le 28 décembre 1958, Lumumba va faire un grand discours à Léopoldville, n'est-ce pas, un grand discours, et dans ce discours, il va utiliser une phrase qui va faire vraiment peur à la Belgique. Il dira « L'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique, mais un droit fondamental du peuple congolais. L'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique. » Il suffira de cette phrase pour que le dimanche suivant, alors que l'autre grand parti de Kinshasa, l'ABACO, l'Alliance de l'ABACO, qui avait également programmé un grand meeting, cette fois-ci de Joseph Kasavubu, soit interdit de manifestation. Il n'était pas question, il n'était plus question qu'ils tiennent ce meeting. Mais la réponse négative des autorités urbaines ne parviennent aux manifestants que la veille, c'est-à-dire le 3 janvier. Vous savez qu'il y a eu les fêtes de Noël et puis il y a eu la Saint-Sylvestre. La lettre du refus n'arrive que le 3 et il est trop tard pour avertir tous les militants de ne pas venir à la manifestation. Malgré cela, les militants arrivent massivement dès 8 heures du matin. Nous sommes dans la journée du 4 janvier. Et donc, jusqu'à 15 heures, les manifestants refusent de partir. Le président Kasavubu est obligé lui-même de venir sur place pour demander aux manifestants de partir. C'est alors que nous allons avoir donc des échauffourées connues, il va y avoir de la casse, on va tirer sur les manifestants. Bref, on va avoir, disons, la première manifestation indépendantiste à Léopoldville. Jusqu'à ce jour, le 4 janvier, est célébré en RDC comme étant la date de la fête des martyrs de l'indépendance. Voilà donc ce qui s'est passé avec le général de Gaulle et les influences qui ont l'air d'être périphériques, mais qui ont été des influences bien significatives au niveau de la RDC. C'est ainsi donc jusqu'à la fin des années 50, je me rappelle, puisque on était élèves, il existait énormément de chansons scolaires où il était question du général de Gaulle et ses vaillants soldats. Cela se chantait partout. Et d'ailleurs,
à Léopoldville, Kinshasa, l'avenue du général de Gaulle est restée en place jusqu'en 1970 et avec l'authenticité de Mobutu, l'avenue a été débaptisée pour devenir l'avenue du commerce. L'avenue du commerce. Mais c'est une avenue importante qui pendant au moins une décennie est restée avenue Général de Gaulle. Je vous remercie. Merci, professeur. Votre communication a montré tout l'intérêt du croisement de mémoires, surtout des mémoires qui sont à la périphérie de l'Afrique française, Cameroun. Eh bien, nous avons vu que le général de Gaulle a étendu son rayonnement dans des sphères hors de cette influence a une inflexion sérieuse quant à la marche vers l'indépendance. Et le Congo belge doit effectivement cette marche-là aux influences de l'autre rive du Congo qui, pris en exemple, eh bien, ont réveillé le nationalisme local et les mouvements qui se sont mis en œuvre ont permis effectivement au Congo d'aller vers l'indépendance. Voilà, nous sommes arrivés au terme des 3 communications prévues pour ce panel. Nous allons assez rapidement procéder à des échanges, assez rapidement. Nous voulons que ceux qui posent des questions soient très concis, pas de développement ou pas de communication parallèle. Comme ça, nous allons prendre toutes les questions et puis ils répondront au fur et à mesure pour clore les débats. Alors, la liste. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire le faux bas. Il y a un micro. Il y a un micro dans la salle. Oui. Il ne va pas donner. Non, il y a un micro ici. Bon, on peut commencer? Oui, vous avez raison, il n'y a pas de développement à faire. C'est simplement un constat. Je m'appelle Grégoire Lefoba, maître de conférence de philosophie à l'Université Maringabi. Bon, je félicite tous les 3 intervenants, mais cependant, j'ai besoin d'accompagner l'interrogation du professeur Atondi. Est-ce que nous, les intellectuels africains, est-ce qu'on n'est pas atteints par 2 syndromes? D'abord, le syndrome de Payot. Ensuite, le syndrome de Stockholm, à partir de notre histoire. Il peut arriver que vous aidiez quelqu'un, qu'il nie votre aide. C'est ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle les tirailleurs africains, puisqu'au défilé de la victoire, les Noirs étaient écartés. Mais comment nous poursuivons une histoire qui n'est pas reconnue par les gens à qui nous avons cédé notre aide? Et c'est le prolongement du XVIIe siècle. Les esprits comme Voltaire, Montesquieu, même Kant n'en pensaient pas moins sur les Africains. Donc il faut que nous retenions ce que les 3 intervenants disent et nous poser des questions sérieuses. À quoi ça sert une mémoire partagée qui n'est connue que d'un côté? Merci. Je voudrais interroger le professeur Itoa. Je voudrais interroger le collègue Ndaïwel sur un fait.
pourquoi le général de Gaulle, c'est une question assez bête et simple pour une meilleure compréhension, pourquoi le général de Gaulle s'est-il intéressé à Léopoldville? Merci, Monsieur Dérault. Alors, nous avons pris les 2 questions de notre panel. Je vais passer la parole à qui veut la prendre. Peut-être, puisque la question, la dernière, vous concerne. Le professeur Nawel a fait une communication sur une espèce de contagion du Congo belge par rapport à l'actualité déclenchée par le général de Gaulle à Brazzaville. Alors, quelqu'un a dit pourquoi le général s'est-il intéressé à Léopoldville? Je crois que le professeur Dawel va me compléter. Le Premier ministre belge a rallié le général de Gaulle, il était avec lui à Londres. Et au Congo belge, il y a eu le gouverneur qui était très proche des mouvements de résistance. C'est à Léopoldville qu'on a trouvé le kaki qui a permis de confectionner les tenues des militaires engagés dans la France libre. C'est par Léopoldville que sont venues des pièces détachées pour réparer les blindés dont s'est servi le général Leclerc. Je m'arrête là pour ce qui concerne Léopoldville et je passe à ma propre interrogation. Le professeur Lefauva a posé une question fondamentale. Pourquoi nous intéressons-nous à une histoire alors que les Français eux-mêmes ne s'y intéressent pas? Moi, j'ai été à Colombey les 2 églises. J'ai regardé la déesse qui a pris les balles du général de Gaulle. Je suis allé et j'ai bien regardé. Il n'y a aucune mention de Brazzaville. Aucune mention de Brazzaville. Moi, j'ai été à Colombey les 2 églises. Aucune mention de Brazzaville. Les Français ne s'occupent que de leur propre histoire. Mais quand elle se passe en dehors de chez eux, ce n'est pas leur histoire du tout. Je vais vous citer un exemple très précis. On a parlé de 35 000 personnes qui ont été recrutées au Gabon, au Tchad et au Congo pour la grande aventure avec le général Leclerc. Les gens sont morts. Il n'y a aucun monument aux morts à Brazzaville, ni à l'intérieur du pays. Les gens qui sont morts ont été oubliés. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas très longtemps que les anciens combattants ont vu revaloriser, n'est-ce pas, leur pension. Je m'arrête là. Je laisse au professeur Ndawel d'apporter des informations sur la... Oui, sur cette question, je crois que beaucoup d'éléments ont déjà été avancés, mais je crois que, d'abord, pour abonder dans le même sens,
il n'y a pas que l'importance de la logistique qui devait venir de Léopoldville, mais le général était bien conscient de l'importance stratégique du Congo belge, spécialement en ce qui concerne les minerais stratégiques. Et il était possible que tout cela passe dans le camp allemand. D'ailleurs, je dois dire, en réalité, les Allemands avaient saisi l'uranium congolais qui se trouvait à Anvers. Les Américains n'ont pu utiliser que ce que le directeur général de l'Union minière avait fort heureusement déjà entreposé à New York. C'était la plus grande partie. Mais il y a une petite partie qui est quand même passée chez les Allemands. Donc je pense qu'il y avait cette nécessité d'éviter que le Congo, dans les hésitations du roi, etc., paye une position qui ne convienne pas. Et donc on peut dire aussi qu'il y a eu la recherche simplement des alliés. Parce que imaginez si Léopoldville ici devait entrer en guerre avec la France libre, c'est-à-dire de l'autre côté du fleuve, c'était très, très dangereux. La recherche des alliés, quand j'ai lu encore récemment, en préparant justement ce colloque, le journal du gouverneur général Pierre Reckmans, il dit quelque part, le général lui a demandé est-ce qu'il était possible qu'il puisse entrer en guerre contre la France. Entendez, la France de Vichy. Donc la France africaine de Vichy. Et le gouverneur général Reckmans sera obligé de lui dire contre la France, ce n'est pas possible. Mais si les Allemands intervenaient du côté de l'Afrique française, alors à ce moment-là, le prétexte était suffisant pour qu'ils entrent en guerre. Et parce que la question s'était posée déjà pour ce qui concernait le Gabon, si on pouvait utiliser les troupes pour aller au Gabon. Donc je dirais en résumé, le problème de la recherche des alliés, étendre le camp, je dirais, des forces de la France libre et ses alliés, et deuxièmement, éviter que toute la logistique que représentait le Congo belge ne bascule dans le camp ennemi. Merci, professeur. Est-ce qu'il y a un autre panel? Bien. Alors, nous sommes arrivés au terme de ce panel. Je voudrais remercier tous les intervenants dont les communications ont répondu véritablement aux enjeux de notre panel. Je remercie ceux qui ont pu poser des questions très éclairantes. Je voudrais dire peut-être à l'endroit du ministre Lefouba qu'au dynamisme, du moins au syndrome mémorial de Paris, il pourrait se substituer la refondation mémoriale de Brazzaville. Je pense que ce moment est un moment fondateur. Si, en croisant les mémoires, nous pouvons véritablement arriver à une mémoire qui sera si bien partagée sur la Seine que sur les rives du Congo, eh bien ce colloque aura atteint ses objectifs. Je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur le recteur. Merci. Alors, je vais remercier à mon tour tous les panélistes, tous les modérateurs qui se sont succédés ici à cette tribune. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain à 9 h pour début des travaux.
Merci et bonne soirée.